Bonjour à tous, très heureux de vous retrouver dans votre émission de débat sur TLM. Cette semaine, on va vous parler de ces manifestants que vous avez peut-être aperçus en jaune si vous n'étiez pas l'un des leurs le long des routes depuis plusieurs jours et le mouvement continue. On va essayer de comprendre qui sont ces gens, quelles sont leurs revendications, qu'est-ce qui ne va pas et puis quelle suite à ce mouvement, est-ce qu'il peut encore durer avec les réponses du gouvernement, on va les rappeler. Et on va en parler avec mes invités, Alexandre Vincendet des Républicains, Romain Blachier, La République En Marche, un peu seul sur ce plateau aujourd'hui, Antoine Méliès du Rassemblement National et Andrea Cotarac de la France Insoumise. On va essayer de partir un peu des causes parce que c'est la phrase qu'on a un peu entendue. Je ne vais pas vous faire un concours de ces images. On entend quoi la goutte d'essence qui a fait déborder le réservoir depuis le début. C'est un peu le slogan qu'on reprend parce que c'est parti en fait de la hausse des carburants, la hausse des taxes sur le prix des carburants. Qui a tout fait flamber en fait. Ce mouvement il est parti de là sur les réseaux sociaux, Romain Blachier. Mais le gouvernement continue d'assumer justement cette augmentation des taxes sur les carburants. Alors vous l'avez dit, je suis un peu seul sur ce plateau ici. Là, j'ai 3 opposants au gouvernement, 3 partisans invétérés des Gilets jaunes. Et en fait, la question effectivement du carburant, ça a été le déclencheur. Il faut savoir qu'une partie non négligeable de ce carburant, la hausse de ce carburant, elle est issue bien sûr des cours mondiaux. Il y a aussi également un choix du gouvernement qui a assumé, qui a été réitéré l'autre jour, de taxer les carburants les plus polluants, en l'accompagnant de mesures pour les plus démunis. Et effectivement, ça a donné un mouvement qui est assez protéiforme. Alors, on voit un certain nombre de choses, on voit un nombre de blessés qui est assez conséquent. D'ailleurs, j'imagine, si la CGT, si la CFDT avait fait la même chose, avait eu 2 morts, 400 blessés, les réactions des rédactions, ça aurait été terrible. Voilà, je pense d'ailleurs que les violences dans les manifestations, elles doivent être condamnées, que ce soit des manifestations syndicales ou que ce soit les Gilets jaunes. Quand je vois que certains sont beaucoup plus sympathiques vis-à-vis des violences quand ça vient de certains plutôt que d'autres, ça me pose un certain nombre de questions. Dans ces revendications-là, il ne faut pas les mépriser. Elles témoignent d'un mal-être qui est assez global, parce que quand vous voyez, vous avez un certain nombre de choses qui se passent. On parle du pouvoir d'achat, mais on parle aussi de questions comme un mal-être. On parle aussi de la question de la France périurbaine. Donc ça, c'est des questions sur lesquelles il faut travailler. Il y a des responsabilités qui existent aussi au niveau du gouvernement, mais il y a aussi des responsabilités chez les distributeurs d'essence. Là aussi, le gouvernement va rencontrer rapidement un certain nombre de ces distributeurs pour la baisse des cours du pétrole qui est en train de s'amorcer, qu'elle soit répercutée à la pompe. Mais il y a aussi des choix à faire individuels sur la transition énergétique, même si, bien évidemment, il y a encore d'autres choses à faire. Effectivement, on parlait du fait que l'isolation des bâtiments, elle devait être complétée. Il y a eu, à mon sens, quelque chose qui doit être révisé, c'est la question de l'isolation des doubles vitrages qui a été, peut-être qui n'envoie pas un message très cohérent de la part du gouvernement, mais qu'il va falloir remettre en cohérence, bien évidemment, dans les jours qui viennent. Et puis, il y a aussi la difficulté de répondre aux attentes qui sont très diverses. On voit des Gilets jaunes qui nous parlent, bien évidemment, d'autres choses des fois que du carburant. On voit des Gilets jaunes qui s'en prennent à des immigrés. On voit des Gilets jaunes qui, à la fois, parlent de solidarité. Enfin, c'est très protéiforme et c'est très difficile d'avoir un dialogue là-dessus. On va en parler, mais d'abord, Andrea Cotarac, c'est vrai qu'on a l'impression que tout le monde nous parle d'écologie, machin. Il y avait cette texte sur la transition écologique qui faisait partie, et cette taxe en faisait partie, décidée il y a plusieurs années. Et en fait, quand on les applique, eh ben, tout le monde râle, personne n'assume. Écoutez, moi, ce qui est plus inquiétant, finalement, c'est pas que La République En Marche ait ici 3 élus de la République qui s'opposent à lui, c'est que 70% des Français sont contre le gouvernement, c'est que 78% des Français considèrent que cette justification sur les taxes écologiques, ils n'y croient absolument pas. Et finalement, je pose la question, c'est à quoi s'attendaient-ils ? Après avoir pris 500 millions d'euros sur les APL, c'est-à-dire sur les plus pauvres, avoir distribué 3 milliards de cadeaux fiscaux aux plus riches, après avoir supprimé l'ISF sur les actionnaires, et en plus, ça ne suffisait pas. Macron a insulté les Français de Gaulois réfractaires, d'illettrés, de moins que rien. Donc cette colère, finalement, elle est plutôt digne, et finalement, c'est cette goutte d'eau qui fait déborder le réservoir. Sur l'écologie, enfin franchement, c'est du bricolage. C'est du bricolage. On a eu le pacte ferroviaire, puisque nous, on est largement partisans du fait que ce maillage territorial et ce transport écologique soit plutôt renforcé. On voit que le pacte ferroviaire de La République En Marche et du gouvernement, il n'y avait pas le mot climat
dans ce pacte ferroviaire, pas le mot réchauffement climatique, pas le mot biodiversité, mais il y avait 85 fois le mot concurrence. C'est-à-dire qu'on a un République en marche qui suit les recommandations de la Commission européenne et qui ne pense qu'à une chose, c'est le libéralisme, absolument pas l'écologie. Vous en avez parlé tout à l'heure, François Ruffin indiquait ces chiffres quand même absolument fous. C'est qu'aujourd'hui, les sociétés actionnaires des autoroutes distribuent 4,5 milliards de dividendes, c'est pas en roubles, c'est bien en euros, à ces actionnaires. Ce sont les Français qui ont payé ces autoroutes. Aujourd'hui, ce sont les Français qui payent. Eh bien, ces 4,5 milliards auraient permis, par exemple, de rendre les transports gratuits dans toutes les villes de France. Voilà des choses qui sont très importantes, nécessaires, fondamentaux, à savoir l'écologie, mais pas ce type de bricolage qui finalement est à la solde de Bruxelles et du libéralisme, comme on le comprend. Antoine Méliès, ça veut dire qu'on peut pas faire d'écologie tant que ça coûte un peu plus aux Français que le modèle d'aujourd'hui? Alors moi juste, je tiens à préciser quand même, j'ai été avec les Gilets jaunes samedi 17 novembre à Givors, puisqu'il y a une belle mobilisation de 1000 Gilets jaunes sur 3 ronds-points différents à Givors, et je dois reconnaître que Macron a réussi un exploit assez intéressant, c'est qu'il a permis à moi, élu Rassemblement National, de discuter avec un délégué syndical CGT Carrefour, avec des militants de la France Insoumise, avec bien sûr des membres de la droite, les Républicains, etc. Et de discuter avec de nombreux gilets jaunes apolitiques, etc., qui au fond n'avaient pas d'appartenance partisane, etc. Et c'était assez extraordinaire parce que ça démontrait bien que cette mobilisation, elle dépasse toutes les frontières partisanes, toutes les sensibilités politiques, etc. et qu'elle démontre que les Français sont capables de s'unir au-delà de leur sensibilité, au-delà de leur division, lorsque l'essentiel est atteint. Et l'essentiel, c'est quoi? C'est de pouvoir boucler les fins de mois. Voilà, tout simplement. Et qu'aujourd'hui, on fait... Et donc, je repose ma question. Justement, je comptais y répondre. On fait aujourd'hui de l'écologie, mais on veut faire payer les pauvres. Voilà. Alors qu'il y a des vraies politiques à mettre en place, justement, si demain on veut vraiment sauver la planète. On parle notamment de la question de la taxation sur les carburants, mais on ne parle pas de la taxation sur le kérosène, on ne parle pas de la question des supertankers. Je vous rappelle juste qu'un tanker équivaut à la pollution de l'ensemble du parc automobile français. On a mis en place, par exemple, des traités de libre-échange. Je donne un exemple, le fameux CETA. Dans le CETA, il n'y a pas que l'histoire des fromages, etc. Il y a aussi l'abaissement de la fiscalité sur l'importation des sables bitumineux. Vous savez ce que c'est que les sables bitumineux? C'est la production de carburant dans les forêts boréales canadiennes, etc., notamment qui, lorsque vous les faites sortir, émettent énormément d'émissions de CO2. Et bien ça ne pose aucun problème. Lorsqu'on fait venir à l'autre bout de la planète des denrées qu'on pourrait produire en France ou en Europe, ça ne pose aucun problème parce qu'on est aujourd'hui dans un logiciel qui est complètement périmé, qui est périmé à l'international. Le retour des nations, le retour des protections, le retour aujourd'hui de la relocalisation de l'économie, qui est encore défendu par Macron et par la République En Marche. Mais par contre, on fait payer les pauvres. C'est-à-dire on fait payer les pauvres sur les conséquences dramatiques de cette mondialisation sauvage. Et c'est aujourd'hui tout le logiciel qu'il faut revoir plutôt que de faire une augmentation de la taxe sur les carburants qui ne réglera pas le problème de l'écologie. Alexandre Vincendet, vous vous reconnaissez dans ces gilets jaunes qui manifestent? Il y a une chose qu'il faut reconnaître, c'est la colère de nos concitoyens. Ça fait combien d'années que les impôts, les taxes ne cessent d'augmenter dans ce pays? Et chacun doit en prendre sa part. La droite a commencé en pleine crise financière à les augmenter en 2011, alors qu'on avait promis en 2007 qu'on les baisserait. François Hollande est arrivé, on s'est pris, je crois, 50 à 60 milliards d'euros de prélèvements en plus sur les particuliers comme sur les entreprises. Emmanuel Macron arrive. C'est la CSG, tout de suite pour les personnes les plus âgées, c'est pour les personnes les plus fragiles, c'est aujourd'hui la taxation sur l'essence. Aujourd'hui, les Français n'en peuvent plus. Quand, en tant que maire, je reçois des administrés qui me disent qu'ils doivent maintenant emprunter pour remplir leur cuve de fioul. C'est pas de la transition écologique, là, c'est que les personnes n'ont plus rien à manger à la fin du mois. Moi, je l'ai dit pendant ma campagne législative, où on s'est un peu... on a un peu débattu avec mon voisin de table, et néanmoins camarade. Continuez, c'est vraiment... On a dit qu'il ne fallait pas couper la parole. Voilà, on a dit qu'il ne fallait pas couper la parole. Mais il y a une chose qui est vraie. Je disais, moi j'étais pour la suppression de l'ISF. Mais il y a une chose qui m'a choqué, par exemple, dans ce qu'a fait Emmanuel Macron, c'est qu'il y avait bien sûr une baisse de la fiscalité pour les plus aisés, mais qu'est-ce qu'on faisait pour ceux qui étaient en bas de l'échelle? Il y a un sentiment d'injustice qui est croissant dans ce pays. Il y a un sentiment de révolte. Et aujourd'hui, les personnes qui sont dehors, ce n'est pas des professionnels de la politique, ce n'est pas des militants des Républicains, du Rassemblement National, de la France Insoumise, et encore moins En Marche. Ce sont des personnes, comme tout un chacun, qui aujourd'hui se sont dit « ça suffit ». Ce ne sont pas des professionnels de la manifestation, ce ne sont pas des professionnels du militantisme. Cependant, ce sont des gens qui sont en colère, qui prennent sur leur temps
qui se mettent en risque, parce qu'on voit bien, il y a eu des tensions, il y a des coups qui ont été échangés, il y a eu des morts, et ça on peut le regretter. Mais si ces personnes-là en sont au point de sortir dans la rue, de bloquer, mais c'est bien qu'il y a un problème dans ce pays. On ne règle que les sujets qu'avec des taxes. Ça fait des décennies que ça marche. Taxes, 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 taxes. Aujourd'hui, en tant que maire, mais dans d'autres communes, je sais que mes collègues font pareil. L'écologie, elle n'est pas punitive, elle est incitative. Quand on va faire de la rénovation urbaine, c'est bien avec de l'argent de l'État qu'on rénove le parc social. Quand on fait des parcs urbains et qu'on remet des arbres, c'est bien avec de l'argent public qu'on met ça en place. Quand on développe, chose qui a été faite à Lyon, reconnaissons ça, tout cet argent avec public, le partage de vélos, par exemple. Il ne vient pas de nulle part, il faut bien des taxes pour financer tout ça. Mais si on faisait des économies pour pouvoir financer les nouvelles dépenses, c'est pas quelque chose... Alors, depuis qu'Emmanuel Macron est arrivé, il est encore plus dépensier que François Hollande. Fallait le faire, hein. Il arrive à faire regretter François Hollande, il dépense plus que lui. Très beau record, ce type est un magicien, exceptionnel. Mais il y a un moment, simplement, il faut revenir à la base. Faisons des économies d'un côté si on veut faire de nouvelles dépenses. On peut refaire, comment dire, si on veut aujourd'hui mettre en place des mesures écologiques sur les nouveaux modes de transport, eh bien, ce compte-là, faisons des économies d'un côté et mettons le paquet en termes d'investissement. Qu'est-ce qu'on fait? Non, on n'a pas envie de faire d'efforts sur nous-mêmes, donc qu'est-ce qu'on va faire? On va encore prendre dans la poche du contribuable. Et quand on prend dans la poche du contribuable, c'est toujours chez le plus malheureux. Aujourd'hui, ces personnes-là, elles n'en peuvent plus, elles sont prises à la gorge, et donc aujourd'hui, elles hurlent leur colère. C'est la première fois, je n'ai jamais vu ça, je pense que beaucoup d'observateurs ne l'ont jamais vu, des Français qui vont devant les grilles de l'Élysée. Emmanuel Macron disait au mois de juillet qu'ils viennent me chercher. Il aurait dû éviter de dire ça parce que je crois que les Français vont aller le chercher. Romain Blachier, est-ce que le gouvernement, il entend cette colère? C'est vrai qu'il dit on entend, mais c'est tout. On entend, on a proposé un certain nombre de mesures sur la transition énergétique, sur le chèque essence, sur un certain nombre de choses. On peut peut-être continuer à travailler sur le sujet et d'ailleurs, c'est proposé par un certain nombre de députés de La République En Marche. Après, il ne faut pas oublier que, comme tous les mouvements de masse, entre guillemets, en France, ça représente 0,4% de la population, les Gilets jaunes. Après, il y a effectivement des sondages qui sont favorables, qui sont en baisse pour les Gilets jaunes. C'est les mêmes sondages. 70% des Français. C'est les mêmes sondages aussi qui disent que la plupart des Français sont pour la transition écologique ou que quand vous prenez les sondages, vous avez régulièrement des choses qui sont quand même relativement contradictoires à chaque fois qu'on demande une question. Les gens voudraient des fois avoir moins d'impôts mais plus de dépenses publiques. Enfin, tout ça devient extrêmement compliqué. Sur la question des Gilets jaunes, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est un message qui est très protéiforme. On voit des Gilets jaunes remettre des immigrés à la police. On voit des Gilets jaunes enlever, ça ne doit pas forcément vous déplaire d'ailleurs, son voile à une femme. On voit un certain nombre de choses. On vous a connu d'ailleurs à la France Insoumise beaucoup plus critique sur les discriminations dans d'autres cas là-dessus. Donc c'est très très difficile de voir. Sur la question énergétique, je vous l'ai dit, la question c'est de discuter avec les pétroliers, la question aussi c'est de réfléchir à la part des taxes. Vous, effectivement, au Rassemblement national, vous nous dites à chaque fois oui, alors il faut taxer les importations. Quand on taxe du pétrole de démocratie comme le Qatar ou l'Arabie Saoudite, alors là d'un coup il n'y a plus personne, c'est extrêmement bizarre. Il y a aussi la question bien sûr du transport périurbain. Il y a eu le travail. Ça n'a strictement rien à voir. Si, c'est une taxation d'un produit importé et il me semble effectivement que lorsqu'on veut prendre de la TVA. Sur l'île sur lequel on met de la TVA. sur le carburant. C'est vrai que c'est très protéiforme. Mais voilà, mais c'est extrêmement protéiforme. réagir à l'histoire des migrants. On va essayer de répondre là-dessus. Je réponds à M. Blachier parce qu'il vient de faire 2 attaques qui sont... Non, il a décrit les faits, ce sont des faits. Ce sont des faits. Non, parce qu'il y a une manière d'écrire les faits. Là, je sais pas, le Qatar est une démocratie maintenant? C'est vos amis? Il y a la Russie, il y a le Qatar, il y a... Ça n'a jamais été nos amis, M. Dès qu'un truc... D'accord, donc je crois que là-dessus, il n'y a pas de débat. Mais je sais pas. Moi, je réponds par rapport à votre... C'est vrai qu'on a entendu beaucoup d'insultes. C'est certainement l'Arabie Mais je sais pas, ou alors c'est pas moi qui suis salarié d'une chaîne poutinienne. Monsieur Blachier, je sais pas, vous êtes salarié d'une chaîne poutinienne. Monsieur Blachier, je veux quand même répondre à vos 2 attaques qui, en fait, ont été reprises par beaucoup de journalistes de presse écrite, etc., pour tenter de décrédibiliser le mouvement des Gilets jaunes. C'est il y a eu des Gilets jaunes qui ont remis des migrants à la police. Alors, vous savez, ce qui s'est passé, c'est simple. Il y a eu un camion qui a été bloqué. Et dans ce camion-citerne, il y avait des clandestins qui étaient cachés parce qu'ils voulaient passer en Angleterre. Vous soutenez ça, André? Écoutez-moi, Monsieur Blachier. Ils ont appelé les gendarmes. Ils ont appelé les gendarmes qui ont fait leur travail parce que oui, vous savez que quand il y a des clandestins qui sont en situation irrégulière sur le territoire français, eh bien vous devez normalement vous, et j'espère que vous le ferez, Antoine Méliès, c'est vrai qu'on a entendu beaucoup d'insultes racistes, xénophobes. Ensuite, non. J'ai été sur le terrain. Attendez, moi j'étais sur le terrain. Il y a eu des moments de tension.
D'accord. Quand M. Blachier parle de morts, etc., quand on parle des morts, oui, il y a eu des morts, oui, du côté des Gilets jaunes, d'accord, qui se sont fait renverser notamment par des voitures qui ne supportaient pas le fait qu'il y ait des barrages filtrants, etc., et qui ont mis en danger la vie de certains Gilets jaunes. Premier point. Deuxième point, c'est toujours intéressant de voir que quand il y a les manifestations pour Adama Traoré, pour je ne sais quel caïd de banlieue, etc., on trouve tout le temps des circonstances atténuantes. On explique qu'il n'y a pas eu assez de politique de la ville, qu'il n'y a pas eu assez d'écoute, etc. Par contre, quand c'est les Gilets jaunes qui, évidemment, comme l'a rappelé M. Blachier, ne sont pas des professionnels de la manifestation, n'avaient pas pour beaucoup de services d'ordre internes, avec peu de forces de sécurité qui étaient mobilisées pour justement permettre à ce que ces manifestations se déroulent dans le calme. Eh bien, naturellement, il y a eu des éléments ultra-minoritaires parmi eux qui ont commis quelques dérapages, etc. Mais l'immense majorité, Monsieur Blachier, l'immense majorité des Gilets jaunes... Si c'était la CGT, vous seriez en train d'hurler, vous seriez en PLS. Monsieur Blachier, si c'était la CGT. L'immense majorité c'est déjà arrivé sur la Gilets CGT jaunes... Oui, mais pas à ce point. Quand ils ont cassé les vitres de l'hôpital Necker, ça c'était scandaleux. Bien sûr, ils l'ont fait. On a tous condamné. Personne n'a condamné le mouvement. Personne n'a condamné le mouvement des contestations contre la loi travail. Pardon, mais moi je conteste pas. Ça n'a rien à voir avec les manifestations. Non, mais ce que je veux simplement dire, il y a plusieurs choses qui font que les Français sont en colère. Premièrement, il faut que le gouvernement soit cohérent. La première chose, c'est que, rappelez-vous de l'affaire Total et huile de palme pour les carburants. C'est un scandale absolu. Nicolas Hulot avait d'ailleurs mangé son chapeau et je pense que ça fait partie des éléments qui ont fait qu'il ait démissionné. Parce que quand on défend la transition écologique, on ne peut pas dire que d'un côté, il faut taxer le carburant et de l'autre côté, l'État donne son accord à Total pour qu'il aille chercher l'huile de palme où on rase les forêts. Vos députés sont d'accord au Parlement européen sur ça, il faut être cohérent vous-même. Attendez, on s'éloigne un peu. Arrêtez, quoi. Il ne vous aura pas échappé que personnellement, je ne siège pas au Parlement européen. Je suis maire de Rieux-la-Pape, je suis représentant des Républicains. Et aujourd'hui, j'ai le droit d'avoir mon avis. Moi, ça me choque. Andrea Cotarac, je finis juste. Un dernier mot alors. L'autre chose, c'est que quand vous dites aux Français, vous faites déjà une usine à gaz technocratique. OK, on vous prend des taxes, mais on va vous le rendre de l'autre côté. Le compte n'y est pas. Quand on prend 3 milliards d'euros et qu'on rend 500 millions. La TVA à 22% chez Fillon. Vous auriez fait comment 22% mais j'y étais pas favorable à titre personnel. Oui, alors vous n'êtes pas républicain du coup. Si, mais j'ai aussi le droit d'avoir une ligne. Je suis désolé, on n'est pas dans la pensée unique. C'est vrai qu'en marche, on va pas refaire qui sont tous alignés. N'empêche que je suis désolé, quand vous rendez 500 millions d'euros aux Français, quand vous leur prenez 3 milliards dans la poche, eh ben il y a un écart. Et en plus, quand vous dites « je finance ça parce que je supprime l'abattement sur les doubles vitrages », vous parliez tout à l'heure, c'est pas moi qui en ai parlé, c'est vous, d'isolation des maisons. Oui, on n'est pas des pions. Non mais, résultat des courses, c'est un jeu de bonne taux fiscal pour une bonne et simple raison, c'est que cet abattement, c'est 800 millions d'euros pour le gouvernement de dépenses fiscales. En le supprimant, on redonne 500 millions, résultat des courses, c'est 300 millions de plus dans les caisses de l'État. Ces taxes-là, elles ne servent à aucun moment à faire de la transition écologique, elles servent à remplir les caisses de l'État parce que l'État ne s'est pas réformé et qu'on ne fait pas les économies nécessaires. Andrea Cotarac, oui. On a parlé des raisons. Sur la forme, est-ce que c'est vrai que ça ne vous dérange pas de soutenir ce mouvement où on trouve de tout ? Et je le disais, il y a des slogans, des drapeaux antisémites, il y avait des slogans xénophobes. Attendez, est-ce que je peux répondre ou pas ? Est-ce que je peux me permettre que je puisse répondre ? Je pense que c'est le rôle des élus de la République, y compris d'En Marche, de voir un mouvement aussi protéiforme d'une France invisible qu'on ne voit pas depuis des années, qui souffre, qui est humiliée, et d'aller voir comment elle se réveille, d'aller voir, de comprendre ce pourquoi il se réveille. Et je ne suis pas sûr qu'il faille les résumer en 0,4% de la population. Je pense qu'un élu, ça doit être un peu plus responsable, ça doit aller les voir. Moi, j'y suis allé personnellement, j'ai vu des retraités qui me disent « ça fait 40 ans qu'on travaille ». Et là, on nous augmente la CSG. J'ai vu des salariés qui nous demandaient une augmentation de salaire. Et j'ai vu des familles, et vous l'avez vu tous, notamment sur les écrans de télévision, dont le premier défi de ces familles, c'est de pouvoir avoir un petit pactole pour pouvoir offrir des jouets à la hauteur de l'amour qu'ils ont pour leurs enfants. Même ça, ils ne le peuvent pas. J'ajoute quand même sur un point, sur l'écologie. Emmanuel Macron nous explique un peu à la Sarkozy, les Français sont pour la transition, mais ils ne veulent pas les taxes, on peut pas... Bon. Vous êtes élu de la métropole ? Monsieur Blachier ou pas ? Oui, et vous avez voté notre plan climat. Moi, je suis pas élu. Bravo. Pardon. La France. Nathalie l'a voté. Nathalie Béranger, grand bien lui soit. Voilà, c'est bien. Moi, je vais vous dire vous une faites consensus avec nous sur la métropole, sur le climat. On est content. On ne peut pas travailler avec En Marche. Je comprends que tout le monde soit contre eux. Non, on est tous d'accord. Vous êtes d'accord avec nous, on est content. La Cour de justice de l'Union européenne
à condamner la France, ou appelle à condamner la France, puisqu'on a un air qui est irrespirable dans le pays. Le seul point positif, c'est qu'il nous explique que les particules fines baissent de plus de 40%, sauf infraction de la métropole de Lyon en 2001, infraction de la métropole de Lyon en 2007, infraction de la métropole de Lyon en 2017. On a aujourd'hui dans notre pays, pas au Cambodge ou au Népal, on a plus d'1 enfant sur 2 de moins de 5 ans qui a des maladies respiratoires. C'est-à-dire que vous, plutôt que de donner des leçons sur cette France invisible, sur cette France qui souffre, sur soi-disant une transition écologique, regardez-vous un peu dans la glace et demandez, et je demande à vos auditeurs de savoir quel est votre bilan en matière écologique. Ça fait depuis 2001 que vous êtes au pouvoir. Quel est votre bilan à En Marche ? Réponse rapide. Alors, écoutez, si notre bilan il était catastrophique, vous n'auriez pas voté notre plan climat-énergie, vous n'auriez pas voté pour nos solutions de transport. Nous n'avons aucun groupe France Insoumise à la métropole, vous dites n'importe quoi. Si vous avez un groupe parti de gauche, vous avez un groupe PC, PG. PC, c'est pas moi, je vous rappelle. Ah ben non, mais PC, PG. Voilà, mais vous êtes au parti de gauche, il me semble. Vous êtes au parti de gauche, vous avez voté pour ce plan, vous avez voté pour tous les plans de transport, vous avez voté également pour la réduction de la voiture dans la métropole, vous avez soutenu toute notre politique. Merci beaucoup, c'est très très bien. Totalement faux ce que vous dites, il n'y a aucun groupe de la France Insoumise. Vous êtes au parti de gauche. Le parti de gauche a plusieurs élus à la métropole. Non, il n'y a pas plusieurs. Là encore, vous dites n'importe quoi et j'invite vos auditeurs à aller vérifier. C'est complètement faux. Juste sur la suite, très rapidement. Et Nathalie Perrin-Gilbert, avec qui vous êtes associé, c'est vous qui êtes au pouvoir. a voté également tous nos plans. Sur la suite de ce mouvement, évidemment, quand on voit que pour l'instant, un sondage dit qu'il est soutenu par 70% des Français, quand on est un parti politique, quand on est un responsable politique, on a envie de le récupérer. C'est ce qui se passe avec le Rassemblement national. Alors, il faut arrêter avec la petite musique qui dit les partis politiques récupèrent, tentent de récupérer, etc. Et tout. Marine Le Pen a proposé de les aider à organiser leur mouvement. Notre objectif, c'est pas de faire de la récupération. Moi, j'y suis allé en qualité de citoyen parce qu'on est peut-être des élus, mais on est aussi des citoyens et on a aussi le droit de manifester comme tout le monde, parmi les Gilets jaunes ou dans d'autres manifestations. Donc, il ne faut pas non plus dénier le droit à un élu d'exercer son rôle de citoyen lorsqu'il considère qu'il y a matière à se mobiliser. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, il est évident que nous, on va porter cette contestation-là sur le plan politique, mais je vous le dis très clairement, je ne souhaite pas que ce mouvement soit récupéré, y compris par ma famille politique. Et je le dis, je suis très heureux de voir que, en gros, sur l'ensemble du spectre politique, il ne le sera pas parce que tout le monde le soutient presque, que ce soit la France Insoumise, que ce soit chez les Républicains, que ce soit chez d'autres familles politiques, Nicolas Dupont-Aignan, etc. Tout le monde le soutient et ça démontre quoi ? Ça démontre que c'est vraiment un mouvement populaire qui ne sera jamais réellement récupéré par quelques familles politiques que ce soit. Maintenant, ce qui est sûr, c'est qu'il faut être cohérent. Et je le dis juste 2 petites secondes. On dit qu'il faut faire des économies sur la dépense publique. Comment, Monsieur Blachier, on peut aller voir les Français, les Gilets jaunes par exemple, et leur dire on va vous augmenter vos taxes sur les carburants, mais dans le même temps, on augmente le budget consacré à l'Union européenne, plus 2 milliards pour 2019. Mais dans le même temps, on augmente le budget consacré à l'aide médicale d'État, plus 53 millions d'euros pour l'année 2019. Mais dans le même temps, on augmente le budget consacré à l'immigration, plus 220 millions d'euros. Et dans le même temps, on augmente à la métropole le budget pour les mineurs isolés. Là, vous faites de la politique. Plus 16,5 millions d'euros. Non, c'est une question de cohérence. Alexandre Vincent. Je termine juste ma phrase. C'est une question de cohérence. C'est qu'à un moment donné, rendez-vous compte d'une chose. Rendez-vous compte des sources de la colère. C'est que eux, ils doivent payer pour des politiques qu'ils n'ont pas décidées, des politiques qui ne correspondent pas à l'intérêt. Ça, on l'a compris. Mais Alexandre Vincent, quand on voit quand même parmi ces manifestants, c'est beaucoup de gens, beaucoup qui ne votent plus depuis des années, ou alors qui votent extrême. Je vais aller plus loin que ça, Loïc Besson. Je reviens du congrès des maires. Vous savez qu'il y a quand même 50% des maires qui ne souhaitent pas se représenter en 2020 parce qu'ils se sentent méprisés et oubliés par l'État central. Ce n'est jamais arrivé. On va arriver à des situations, je ne l'espère pas, mais on peut arriver à des situations en 2020 où des villes n'auront pas de premier magistrat pour les administrer. C'est extrêmement grave. Les maires sont les premiers filets de sécurité de la République. C'est nous qui sommes au contact de nos citoyens. Oui, aujourd'hui, j'ai une étiquette partisane et peut-être qu'un certain nombre de mes collègues autour de la table seront peut-être maires un jour. Mais quand on est maire, on est avant tout maire de sa commune. Notre premier parti, c'est notre ville, c'est pas notre étiquette politique. Et moi, je vois aujourd'hui le mépris dont fait preuve le président de la République pour les élus locaux. C'est un début de mépris de classe. Le même mépris que le Premier ministre a fait dimanche dernier sur France 2, en disant aux Français « Je sais que vous souffrez, je sais que vous avez du mal à finir vos fins de mois, mais vous savez quoi ? Comme vous n'y comprenez rien, moi je vais vous expliquer que c'est bon pour vous et qu'on va continuer. Excusez-moi, mais on arrive au mépris de classe. » Et il y a un moment, cette France des oubliés, cette France périphérique, tu sais, dont parle le géographe Christophe Guilly, mais il y a un nouveau sociologue, M. Goudart, qui a fait un livre, je vous invite à le lire, sur les somewhere et les anywhere.
C'est extrêmement intéressant parce que cette fracture dans le pays, elle est en train d'exister et elle va grandissante entre ceux qui sont les vainqueurs de la mondialisation, qui vivent bien dans les centres-villes, qui gagnent 10, 15, 20 000 euros par mois, qui arrivent à bien se loger, qui sont... Andrea Cotarac. Et les personnes qui, en bas, elles, sont en grande difficulté. Je finis juste. Ah, plus le temps. Je finis juste. Ça prouve aussi une chose. Ça rentre en résonance avec le discours du président de la République qui disait que dans les halls de gare se croisaient des gens qui ont réussi et des gens qui ne sont rien. Les gens qui, soi-disant, ne sont rien pour le président de la République, aujourd'hui sont tous, ils représentent la France. Andrea Cotarac, vous espérez que ça aboutisse sur quoi ce mouvement ? Bah écoutez, on va voir. Pour l'instant, c'est protéiforme. On a des colères qui sont diverses sur le logement, sur les retraites, sur une France qui souffre. Et je pense que c'est d'abord quelque chose, un soulèvement plutôt digne et intelligent, à l'inverse de ce qui vient d'être dit sur divers faits divers pour essayer d'entacher cette France invisible dont on espérait qu'elle sorte et qu'elle s'exprime. Moi, j'ai un problème démocratique. Et on l'a dit. Monsieur Macron est en train de... cracher sur les maires, il n'est même pas allé au Congrès, il en a invité d'autres à l'Élysée, et je finis simplement... Je n'y suis pas allé d'ailleurs. Personne n'y est allé d'ailleurs, même les maires, y compris les maires, n'ont plus confiance dans ce président. Et finalement, ça reflète quelque chose, Loïc Besson, en un mot, on a éloigné les centres de décision des citoyens français. On a fusionné les régions, on a fusionné les communes, on a fait de l'austérité. Et bien aujourd'hui, les Gilets jaunes, c'est finalement cette France qui va au gris. En une phrase, vous reconnaissez que pour l'instant, le gouvernement n'entend pas assez, ne réagit pas assez. Ah non, le gouvernement, il est dans le dialogue. Il est dans le dialogue depuis le départ. Après, vous nous empêcherez pas de dénoncer quand il y a des dérives. Mais ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas dialoguer, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas prendre de mesures. C'est ce qu'on fait. C'est pas caricaturer le maire. Oui, j'arrive même pas à finir. Donc voilà, donc moi j'essaye d'être dans le dialogue, en tout cas, et je pense que le gouvernement l'est également. Et effectivement, toutes les composantes de la France, elles ont leur place à notre table. Et ces composantes-là, on va continuer à les écouter, on va continuer à travailler sur un certain nombre de mesures pour justement les gens qui souffrent. Et on continuera aussi à dénoncer quand il y aura des dérives. C'est terminé. Merci beaucoup à tous les quatre d'avoir débattu une nouvelle fois sur le plateau de TLM. On se retrouve très vite sur TLM.